Je suis Antonella, je suis directrice exécutive du Réseau canadien de la psoriasis. Nous sommes très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Pour ceux parmi vous qui ne connaissaient pas notre réseau, je vais vous donner un peu de contexte. Nous sommes une organisation à but non lucratif dirigée par les patients qui se concentre pour améliorer la qualité de vie des gens et des familles, des personnes qui sont affectées par l'arthrite rhumatoïde et la psoriasis. Et nous faisons ça en partie en partageant de l'information sur la recherche, les traitements et d'autres informations importantes pour notre communauté et en faisant de la défense de droit et du plaidoyer quant à la complexité de cette condition. À la période où nous vivons, nous sommes une organisation avec des membres. Si vous n'êtes pas membre, nous vous invitons à aller dans notre site web cpn/npc.com et on pourra partager de l'information si vous vous inscrivez comme membre. On pourra vous donner de l'information sur les événements comme celui-ci. Avant de plonger directement dans le sujet de la soirée, j'aimerais rappeler à tout le monde que la séance ce soir sera enregistrée en anglais et en français. Donc, nos participants anglophones ont été mis en sourdine pendant toute la durée de la séance. Et nous demandons à nos participants francophones de vous mettre sur mute, en sourdine, et aussi votre ordinateur pendant toute la durée de la séance. Il y aura une période de questions et réponses à la fin. Donc, tout au long de l'événement, vous pouvez ajouter une question dans la boîte de clavardage à droite et nous allons ouvrir à la ligne française pour les questions à ce moment-là. Donc, simplement pour plonger directement dans le cœur du sujet, la séance de ce soir, c'est la première d'une série que nous faisons pendant l'automne. Et nous commençons par l'arthrite et le COVID-19, psoriasis et COVID-19. En octobre, nous allons plonger dans la psoriasis et le régime alimentaire et aussi une autre question d'importance pour notre communauté. Et nous aurons aussi un dermatologue, le docteur Emina Sturgeon, qui va parler du psoriasis, et ensuite une diététiste, Sandra Sonnell. Et puis, en novembre, nous allons examiner un autre domaine très important, COVID-19 pour la psoriasis et la santé mentale. Psoriasis et la santé mentale avec le Dr. Dormalia pour donner un survol de psoriasis et les travailleurs sociaux qui vont plonger en profondeur dans l'interaction entre le psoriasis et la santé mentale. Alors, si vous ne vous êtes pas inscrit encore, on voulait partager cela avec vous pour que vous puissiez vous inscrire à cpn-npc.com. On a hâte de vous entendre et de vous lire. Ce soir, nous allons plonger directement dans le domaine de la COVID. Il va sans dire que les derniers mois ont été très éprouvants pour tout le monde. Et pour les gens qui ont des maladies chroniques comme le psoriasis et d'autres comorbidités particulièrement, tout le monde est inquiet. Il y a eu beaucoup de questions et d'inquiétudes dans les gens de notre collectivité. C'est pour ça que nous voulions commencer cette série pour donner un peu le paysage de quel est le niveau de la connaissance actuelle sur ce sujet. Avant d'aller de ce côté-là, j'aimerais vous faire savoir que sur notre site web, vous avez des liens vers des ressources que nous suivons en tant qu'organisation pour vous, pour qu'on connaisse bien que la situation, comme on le sait, dans la COVID-19 continue d'évoluer et il y a toutes sortes de ressources disponibles. J'aimerais simplement apporter votre attention sur le dernier. On a un sondage actuellement auquel vous pouvez avoir accès sur notre site qui vous invite à poser toutes questions que vous pouvez vous poser au sujet de la pandémie et du psoriasis. On va essayer de vous diriger vers l'information pertinente qui sera utile pour vous. On essaie simplement de recueillir les questions. Et la situation ne cesse d'évoluer et c'est de l'information générale, y compris de l'information qu'on va partager avec vous ce soir. Si vous avez des questions individuelles, on vous conseille toujours d'abord de travailler avec votre dermatologiste et votre équipe de soins pour obtenir réponse à vos besoins et à vos questions. Nous allons maintenant passer à notre présentation ce soir et je vous remercie à nouveau de vous être joints à nous et je suis vraiment enthousiaste de passer la parole à nos conférenciers invités. Et alors, nous, au CPN, on a reçu beaucoup de questions sur des inquiétudes qu'ils peuvent avoir sur est-ce qu'il y a un risque élevé de COVID-19 parmi les patients qui ont du psoriasis. On a eu beaucoup de questions sur les traitements et l'interruption possible des traitements. Alors, on a reçu
on a eu tellement d'interruptions de traitement qui sont arrivées à l'école, au travail, etc., avec l'assurance médicaments régulière des gens aussi. C'est un sujet d'intérêt depuis longtemps. On a donc demandé au Dr. Kirchhoff et nous l'avons invité pour nous donner l'état de la connaissance sur certaines de ces questions clés. Quels sont les risques pour les personnes psoriatiques qui ont le psoriasis actuellement? Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit pour ce qui est des traitements? Qu'est-ce que la recherche nous dit sur les traitements actuellement? Et une fois qu'on saura cela, il y aura des questions. On va regarder la question des vaccins. On est très reconnaissant. D'avoir le Dr. Kirchhoff avec nous d'abord. Et puis ensuite, on a notre membre, Laura Catalano, qui va partager quelques questions. Elle est une patiente, elle vit à travers toutes ces choses-là. Elle va nous dire comment elle gère tout cela. Elle va nous parler aussi pour nous expliquer, nous donner certaines idées, certains conseils. Sans plus tarder, je voudrais maintenant vous présenter notre conférencier invité, le Dr. Mark Kirchhoff. Le Dr. Kirchhoff, un peu de contexte d'abord, est chef de la division de dermatologie à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et de l'hôpital d'Ottawa. Et après avoir reçu son bac en sciences en biologie moléculaire de l'Université McMaster, le Dr. Kirchhoff a fait son diplôme médical à l'Université Western à London, en Ontario. Et il fait des recherches sur les voies de signalisation qui sont importantes pour la régulation du système immunitaire. Il a fait ensuite une résidence en dermatologie à Vancouver, en Colombie-Britannique. Et jusqu'en août 2017, le Dr. Kirchhoff était directeur de l'éducation à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario, où il a coordonné et dirigé des sous-gradués, des gradués et des gens en éducation médicale continue. Il a publié plus de 52 articles révisés par des pairs et beaucoup de recherches cliniques. Il a été invité à parler à plusieurs événements locaux, nationaux et internationaux. Il est interne, il a été résident et il soigne des questions pédiatriques et adultes. Récemment, le Dr. Mark Kirchhoff a reçu le prix d'enseignement par les résidents en dermatologie de l'Université d'Ottawa. Il a développé et fourni des conférences pour les résidents, y compris ses enseignements cliniques hebdomadaires à la clinique et à l'hôpital. Il est aussi membre du Collège mondial de la dermatologie et membre du Conseil de l'Association dermatologique du Canada. Donc, nous sommes très, très, très reconnaissants que le Dr. Kirchhoff se soit joint à nous et a pris le temps de regarder toute la recherche et nous donner le résumé de ce sujet de la COVID-19 et la psoriasis. Merci. Merci de cette présentation. J'espère que vous pouvez voir mes diapositives. Oui, vous pouvez voir que ça change aussi. Oui, très bien. Je veux toujours m'assurer, faire une vérification avant d'aller, quand les gens me disent qu'on peut avoir les diapositives 10 diapos plus tard. Alors, maintenant, aujourd'hui, de vous parler de la COVID-19 et du psoriasis, risques, avantages et ce que nous réserve l'avenir. Vous allez dire pourquoi les avantages? Eh bien, on va y arriver dans une seconde. Voici mes divulgations. J'ai été conférencier pour plusieurs compagnies et j'ai donné de la consultation pour plusieurs compagnies également. Et je suis employé de l'Université d'Ottawa et de l'hôpital d'Ottawa. Alors, le but, les objectifs aujourd'hui, c'est de regarder ce que les éléments probants nous disent quant à le risque d'attraper, de contracter la COVID-19 pour les personnes atteintes de psoriasis. Les risques auxquels sont exposées les personnes atteintes de psoriasis qui sont infectées par la COVID-19 et quelle a été l'incidence de la COVID-19. Qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir? Quelles sont les perspectives d'avenir pour les patients atteints de psoriasis en ce qui concerne la COVID-19? Au programme, je vais vous donner une mise à jour rapide sur le statut de la COVID-19 au Canada, qui a déjà changé. Quand j'ai soumis cette présentation il y a environ une semaine, les choses ont changé depuis. Ça évolue. Vous avez vu ça dans les nouvelles, n'est-ce pas? Ça change rapidement. Je vais vous donner un aperçu rapide de l'immunopathogénèse de la COVID-19 et ensuite nous allons réviser certaines données. Ça peut être un peu lourd, mais je vais essayer de l'expliquer d'une façon qui sera bien compréhensible parce que je pense que le fait de regarder les données, c'est important pour estimer les risques pour les patients qui sont sur certains traitements contre le psoriasis. Ensuite, on va faire un aperçu rapide des traitements qui font l'objet d'une évaluation pour la COVID-19, certaines expériences tirées du monde réel, dans les registres du monde réel pendant la COVID-19 depuis que ça a commencé. Ensuite, on va regarder l'information sur la vaccination. Comme vous savez, il y a plusieurs vaccins actuellement en développement. La question est en quoi ça va vous affecter spécifiquement si vous avez des traitements. On va commencer par vous présenter la COVID-19. Alors, la COVID-19, c'est le nom de la maladie. SRAS-CoV-2, c'est le nom du virus qui cause la maladie, le SRAS-CoV-2. Ça appartient à cette famille des coronavirus et on sait que la famille des coronavirus peut affecter les humains. Il y a 7 coronavirus qui infectent les humains.
Il y a 7 types de coronavirus connus qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme. 4 sont assez courants, mais associés avec des maladies bénignes, très semblables au rhume ordinaire. Et il y a 3 de ces coronavirus qui peuvent causer des maladies graves. Un d'entre eux, c'est le SRAS, le COVID numéro 1, si vous voulez, ou le syndrome respiratoire sévère du coronavirus. Et l'autre, c'est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et le plus récent, c'est bien sûr le SRAS-CoV-2, qui, on croit, provient des chauves-souris. En fait, les 3 proviennent des chauves-souris. La chauve-souris, on croit qu'ils sont à l'origine du syndrome du Moyen-Orient, du premier SRAS en 2002 et du SRAS-CoV-2. Il y a eu un autre intermédiaire pour le SRAS-CoV-2. On pense que c'est le pangolin. Puis ensuite, ça a été transféré aux humains. Et puis, ça s'est répandu parmi les humains. On sait que ça vient de la Chine et dans la province de Wuhan, et maintenant la province de Hubei. Maintenant, ça a navigué dans l'ensemble de la planète. Et comme je l'ai mentionné dans cette présentation, au moment où je l'ai soumise, il y a environ 11 jours, 12 jours, on peut voir que c'est mis à jour maintenant au 1er septembre. Mais depuis le 1er septembre, il y a eu environ 20-25 millions de cas à ce moment-là de COVID-19. Ça a augmenté à 30 millions depuis une semaine, avec le nombre de morts qui a aussi suivi. Si on regarde le Canada spécifiquement, souvenez-vous que ça date un peu d'un certain temps ici. Vous pouvez voir aussi que la majorité des patients sont en Ontario et au Québec. Les provinces atlantiques ont une bulle et n'ont pas été touchés. Ils essaient de maintenir leur chiffre très bas. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux cas dans ces provinces maritimes et atlantiques. On commence à voir des augmentations dans d'autres parties du Canada et on appelle ça la deuxième vague, particulièrement en Colombie-Britannique, comme vous pouvez le voir ici, ainsi qu'en Alberta. Il y a une montée abrupte des nombres de cas. On voit de plus en plus de cas. La même chose se produit actuellement en Ontario et au Québec. Plusieurs personnes pensent qu'avec le début de la saison scolaire, les gens qui vont rentrer en dedans, on va voir une grosse augmentation des chiffres de cas de COVID-19, ce qu'on appelle la deuxième vague. Voici un peu, c'est fondé à certaines données qu'on a avec la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'est une des grosses pandémies qui s'est produite il y a plus de 100 ans. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé avec la grippe espagnole, il y a eu d'abord un pic initial, trop tôt, dans le printemps de 1918. Ensuite, il y a eu l'été. Alors, il y a eu un plateau, une baisse. C'est ce qu'on voit ici actuellement. C'est une baisse. Ensuite, il y a eu une deuxième vague. Et dans le cas de la grippe espagnole, la deuxième vague a été plus élevée que la première vague. Et ensuite, c'est tombé. Il y a eu une troisième vague même. Alors, il y a peut-être encore 2 ou 3 vagues qui nous attendent. Une chose qu'on peut tirer comme enseignement de la grippe espagnole, c'est que selon votre distanciation sociale, vous pourriez éviter ces gros pics. Voici l'histoire de 2 villes différentes. Vous pouvez voir qu'à Philadelphie, il y a eu une grosse... il n'y a pas eu de distanciation sociale à Philadelphie. Il y a eu un énorme pic de cas. Alors qu'à Saint-Louis, dès qu'ils ont trouvé que la grippe espagnole était là, ils ont éliminé beaucoup d'événements sociaux, ils ont forcé les gens à se séparer et ils ont pu aplatir la courbe à Saint-Louis. Alors, la grippe espagnole peut nous informer sur ce qui peut se produire potentiellement avec la COVID-19. La stratification du risque maintenant sur les patients, quelle est-elle? Si on retourne un peu à la cohorte initiale de patients en Chine, ils ont fait des analyses pour savoir qu'est-ce qui a mal tourné, qu'est-ce qui a fait que ces patients ont eu des choses plus graves. Une des choses, c'est l'identification des cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines sont des molécules qui sont dans notre corps et qui causent et encouragent l'inflammation. Et si vous voulez bien noter ici, ils ont divisé les patients en patients témoins, des patients sains, des patients qui avaient la COVID-19 et qui étaient aux soins intensifs, et des patients qui n'avaient pas les soins intensifs. On voit que les patients en soins intensifs, c'est beaucoup plus sévère. Et vous allez noter ici que les contrôles sains, les témoins sains, avaient des niveaux plus faibles de ces cytokines inflammatoires. Et quand ils ont eu la maladie, les taux ont augmenté, et quand ils étaient aux soins intensifs, ces cytokines inflammatoires étaient encore plus élevés. Bon, alors, à l'ICU, c'était plus haut. Il y a une élévation très claire entre ici et ici. Donc, plus votre maladie est grave, plus vous avez une inflammation. Ça devient important quand on examine la stratification de risque de ces patients. Voici le taux de décès selon l'âge, l'état de santé, le sexe et les comorbidités. Et quand on regarde la mortalité d'ensemble due à la COVID-19, on note que les patients plus âgés ont beaucoup plus de
plus élevé taux de mortalité, c'est le plus gros facteur de risque, l'âge. Mais si vous avez d'autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, maladies respiratoires ou l'hypertension, ça aussi, ça augmente votre risque de décès de la COVID-19. Et si vous êtes un homme, vous avez un plus fort taux de mortalité. Donc, le psoriasis n'a pas été identifié comme un facteur de risque direct pour la COVID-19, mais on sait que les patients qui ont le psoriasis ont un plus grand risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'hypertension. Et on sait que ces conditions ont un plus gros risque de mortalité à cause de la COVID-19. Et pour vous montrer ça ici, voici, on regarde une population témoin, des gens sains, des gens qui ont un psoriasis modéré et des patients qui ont un psoriasis sévère. Et vous allez noter ici que, à mesure que le psoriasis empire, il y a plus d'incidents de diabète, d'hypertension, de lipidémie élevée et d'obésité. D'accord? Alors, il y a une élévation de toutes ces maladies. Et on sait que toutes ces maladies sont des facteurs de risque pour des résultats plus graves dus à la COVID-19. Quelle est l'immunopathogénèse de la COVID-19? Ça va nous aider à comprendre bien les risques associés au traitement du psoriasis. Pour retourner maintenant à une compréhension très basique de la pathogénèse des maladies respiratoires, il y a essentiellement deux parties du système immunitaire. Il y a le système inné et le système adaptatif. Le système inné, c'est comme lutte générale contre toutes les bactéries et virus. Peu importe quel type de virus ou de bactérie, c'est une immunité générale qui essaie de monter une défense pour vous garder en vie aussi longtemps que possible en permettant au système adaptatif d'entrer en jeu. Le système adaptatif, lui, est très précis. Il cible un virus spécifique, une bactérie spécifique, et il a une capacité de tuer, une capacité létale. Alors, si on regarde ce graphique, avec le temps, on a le temps en bas ici. Initialement, vous avez cette montée de votre système inné, de votre système qui essaie de vous garder en vie. Vous notez que la charge virale continue de monter quand même par ce temps-là. Alors, ça augmente en jaune, même si vous essayez de vous protéger avec votre système natif immunitaire. Plus tard, il y a le système immunitaire adaptatif qui entre en jeu. Ce qu'il faut noter au sujet de ce système adaptatif, c'est la production d'anticorps. Les anticorps sont très importants pour produire un vaccin. On veut produire les anticorps. Alors ça, ce système immunitaire adaptatif peut rapidement empêcher la reproduction des virus et éliminer l'infection. Ça, c'est une pathogénèse spécifique de la COVID-19 et ce qui s'est développé de façon plus précise. Voici le virus. Vous pouvez voir ici les particules virales. Il y a ces petites protéines à la surface et c'est comme ça que le virus entre dans la cellule. Ces protéines en spicules, comme on les appelle, vont interagir avec des récepteurs de conversion de l'angiotensine, les récepteurs ACE, et vont rentrer ensuite à l'intérieur de la cellule. Et c'est du matériel viral qui est ensuite libéré. Le virus peut se reproduire, se répliquer. Il y a plus de virus qui sont produits pendant que la cellule est infectée, donc il libère un signal immunitaire pour dire au système immunitaire de s'activer. L'inflammation arrive et le système immunitaire tue à ce moment-là les particules virales. Les particules virales sont prises par des cellules humaines et il y a des anticorps protecteurs qui sont produits qui vont protéger l'autre contre les infections futures. Nous avons des mémoires immunologiques. Donc, notre système immunitaire a une mémoire qui se souvient qu'il a été infecté par certains virus et quand il va revoir ce virus à nouveau, il peut protéger l'être humain contre ce virus. Alors, le prochain concept qu'on va introduire, c'est l'idée de cette tempête de cytokines. Alors, la tempête de cytokines est essentiellement cette idée que vous avez de l'inflammation qui cause beaucoup de dommages dans cette maladie. Alors, plus vous avez d'inflammation, pire c'est. Voici, disons, je suis une personne infectée, voici, c'est l'épithélium pulmonaire, voici vos cellules immunitaires, il n'y a pas de symptômes. Alors, c'est comme la plupart des gens ici dans l'auditoire, je l'espère. Quand vous avez une COVID-19 modérée, vous avez un peu d'inflammation, un niveau de cytokine qui commence à augmenter. C'est un signe d'inflammation puisque vous luttez contre le virus et certaines cellules commencent à mourir. Mais quand vous avez une COVID-19 très sévère, on a des tonnes et des tonnes de cytokines. On appelle ça une tempête de cytokines. Et cela produit des dommages aux cellules. Voici une image des alvéoles. Ça, c'est le sac d'air dans vos poumons qui échange de l'oxygène. Alors, dans les premières étapes,
on échange l'oxygène très, très bien, vous allez peut-être avoir de l'infection, mais vous avez encore une bonne situation. C'est seulement plus tard qu'on commence à avoir des dommages. Donc, dans cet article, ce qu'ils affirment, c'est que peut-être que le fait de bloquer ces cytokines inflammatoires en partie, en particulier le TNF-alpha, le IL-1 et le IL-6, ça pourrait être efficace pour stopper ce processus inflammatoire exagéré. Cela nous donne une idée des traitements possibles et potentiels pour la COVID-19. Donc, dans les premières phases, on voit qu'il y a beaucoup de virus au début, puis ensuite, à mesure que le virus infecte les cellules, on commence à avoir cette phase pulmonaire. Le virus diminue un peu à ce moment-là parce que votre inflammation a augmenté. Mais, à mesure que votre inflammation continue d'augmenter, ça peut mener à de l'hospitalisation et des symptômes qui deviennent plus graves. Si on regarde différentes options de traitement le long de ce cheminement, la première chose, idéalement, ce serait un vaccin. Ça arrêterait tout le processus avant même qu'il commence. Donc, il y a des antiviraux et la stimulation immunitaire qui se produit très tôt dans la phase virale. Mais plus tard, ce qui est nécessaire, ce sont des anti-inflammatoires. Ces anti-inflammatoires peuvent bloquer cette inflammation qui cause tant de dommages aux poumons de l'autre. Alors, qu'en est-il des traitements de la psoriasis au moment où nous vivons avec la COVID-19? C'est un énoncé qui a été produit ici par la Fondation nationale du psoriasis aux États-Unis. Selon eux, si une personne ne prend pas de médicaments immunosuppresseurs et qu'elle ne souffre d'aucune autre maladie sous-jacente, il pourrait y avoir un risque minimal, un risque moindre de contracter le SARS-CoV-2 par rapport au reste de la population. Cependant, comme le virus est hautement contagieux, il y a un risque pour tout le monde quand même. Il se réplique même pour les patients. Par contre, pour les patients qui ont déjà beaucoup de psoriasis sévère, qui sont sur une thérapie immunosuppresseur, des traitements immunosuppresseurs ou d'autres problèmes médicaux, eux sont probablement exposés à un risque d'infection plus élevé. Je vais vous prouver qu'un de ces énoncés est faux. Voici une liste de traitements qu'on utilise pour la psoriasis au Canada. Les traitements topiques, la photothérapie, la citrétine, les traitements d'immunothérapie action générale comme la prébilase, la cyclosporine, et les médicaments biologiques comme l'anti-TNF, l'anti-12, l'anti-23. Et ce sont différentes saveurs de ces médicaments biologiques. Alors, il y a eu beaucoup de bruit qui est sorti au début au sujet de la COVID-19 lorsque la pandémie a commencé, à savoir si on devrait arrêter ces traitements. Voici un premier article en Italie. Si vous vous souvenez des images, ça a été très dur en Italie, n'est-ce pas, pour faire face à cette pandémie. Il y a eu beaucoup de mortalité et de morbidité dans cette région du monde. Alors, ça, ce sont des dermatologues italiens qui ont écrit un document disant que COVID-19 et psoriasis, est-ce que ce ne serait pas le temps de limiter le traitement? Ils disent qu'il faut utiliser plus des agents topiques. Il faut arrêter tous les traitements immunosuppresseurs et tous les traitements avec médicaments biologiques pour empêcher que la COVID-19 s'empire. Il y a eu un document américain, un Américain qui a dit que la TNF devrait avoir un avertissement sur les bloqueurs qui devrait bloquer l'infection virulente. Il y a un autre article qui a indiqué qu'il y avait plusieurs traitements qui avaient certains risques inquiétants. Il faudrait envisager la possibilité de les interrompre. Il y en a qui avaient des risques modérés. Certains avaient même des risques plus élevés. Alors, il fallait continuer les antiviraux ou non. Ou si vous avez une exposition inconnue. Pouvez-vous imaginer l'exposition inconnue? Beaucoup de gens ont des expositions inconnues. Alors, quand on évalue le risque pour des patients, pour ces traitements, on a écrit maintenant et publié un article là-dessus. Alors, je vais discuter de quelques thérapies différentes et vous donner un survol des idées que nous avons publiées. La façon idéale d'évaluer le risque d'une thérapie dermatologique, c'est d'avoir une étude à double insu randomisée. Alors, vous mettez plusieurs patients, vous mettez certains patients sur le placebo et d'autres sur le traitement. Ensuite, vous les exposez au SARS-CoV-2, ce virus. Ensuite, vous mesurez les résultats. Combien de personnes vont devenir positives? Combien de personnes, et quel niveau de sévérité? Combien de personnes vont mourir? C'est sûr que ce n'est pas éthique. On ne peut pas faire ça. Ce ne serait pas une étude éthique de faire ça. Donc, on ne peut pas faire ce genre d'étude. Ce serait les talons or si on voulait vraiment avoir quelque chose de scientifique. Comment évaluer le risque approximatif de COVID-19 chez ces patients qui prennent ces médicaments? Une façon, c'est de regarder les données sur les souris. On appelle ça une souris knockout, on détruit un gène. Si on enlève ces gènes, qu'est-ce qui arrive à ces souris? Y a-t-il de l'information sur les gens qui n'ont
un knockout de gènes et en regardant des études avec placebo, comment déterminer combien de patients ont eu des infections graves, combien avaient des infections des voies supérieures respiratoires quand ils étaient sur ce traitement et finalement comprendre certaines choses du monde réel en regardant les risques à long terme. Alors, tout d'abord, je vais vous dire un peu c'est quoi un knockout, une souris knockout. Vous êtes peut-être pas familier avec ce concept. C'est une souris où on a enlevé un gène ou où on a inactivé un gène. Alors, on fait un knockout, on élimine un gène ou la perte de ce gène vous fournit des informations sur ce que le gène fait normalement. Voici un exemple. Très simple. Une image, beau mille mots. Hein? Ce qu'est ce gène TYR. Qu'est-ce que fait ce gène TYR? Voici une souris qui a un gène TYR normal, un TYR. Et quand vous enlevez ce gène TYR, vous faites un knockout, on enlève le gène TYR et vous avez une souris albinos. Alors, ça vous dit que le gène TYR est important pour créer la couleur de la peau et du poil. Quand on regarde les cytokines, on peut faire un knockout, on a différentes combinaisons. On peut enlever les cytokines, on peut enlever les récepteurs ou on peut enlever les molécules de signalisation interne. Ensuite, on peut insérer du virus dans des souris pour déterminer ce qui va leur arriver. Est-ce que c'est pire ou c'est mieux? Alors, tout d'abord, on va regarder les anti-TNF, donc les facteurs de nécrose anti-nécrose. Voici un article où on a enlevé le TNF-alpha chez des souris. Ensuite, on a infecté ces souris, avec différents virus d'hépatite de souche 3. C'est un coronavirus, en fait, dans la même famille que le SARS-CoV-2. Alors, bon, hépatite murine, hépatite de souris. Alors, voici l'image ici. Ils ont examiné ces souris et voici le pourcentage de survie, le nombre de souris qui meurent. Si vous regardez le type sauvage en noir, vous voyez qu'au début, les souris ont été infectées, ça allait bien, puis tout d'un coup, pouf, au jour 5, elles meurent toutes. Si vous enlevez le TNF-alpha ou si vous enlevez le récepteur de TNF-alpha et vous infectez les mêmes souris, mais il n'y en a que quelques-unes qui meurent. La majorité survivent. Alors ça nous dit que le TNF-alpha contribue à la mortalité des souris infectées au coronavirus. Mais maintenant, quel est-il des coronavirus humains? Vous allez peut-être dire, OK, cette espèce d'hépatite de souris, c'est pas exactement la même chose que le virus de SRAS. Alors, on a fait la même chose. On a regardé, on a infecté des souris avec le coronavirus humain. Et dans ces souris, ça ne causait pas la mort. Et au lieu de ça, ce qu'on a vu ici, on regardait plutôt le pourcentage de changement de poids. Hein, c'est ça le résultat qu'on observait, parce que ça ne tue pas les souris. On regarde le type sauvage en bleu, c'est une souris normale, on l'infecte, elle perd beaucoup de poids, ces souris. Et ensuite, elle regagne le poids et se rétablissent de l'infection. Si vous enlevez le récepteur de TNF-alpha en violet, les souris ne perdent pas autant de poids. Alors, le virus ne les affecte pas autant. Et en fait, ils se rétablissent plus rapidement. Ils ont un meilleur rétablissement. Alors, ce modèle sur les souris nous dit que le TNF, les récepteurs de TNF peuvent contribuer à la pathogénèse pour faire en sorte que le SARS-CoV-2 soit pire. On voit la même chose du point de vue des patients en Chine. Si on regarde les produits biologiques individuels ici, si on regarde le taux de pharyngite nasale ou d'infection des voies respiratoires supérieures ou des infections graves, c'est un tableau commun. Ici, on regarde le tocilizumab et un placebo par rapport aux deux bras du traitement. Vous pouvez voir que quand on compare le placebo avec le traitement au tocilizumab, il y a très peu de différence. Ici, la nasopharyngite, 12% dans le placebo et 12% dans les gens qui ont eu le traitement. 12%. Si on regarde les infections des voies respiratoires supérieures, 7% chez les gens qui ont eu le placebo, 4,9 sur le placebo et 6,7 sur le traitement. C'est même plus faible sur les gens qui ont été traités. Ça nous dit qu'en fonction de cette étude, il n'y a pas de risque accru d'infection des tractus respiratoires supérieurs chez ces patients. Quand on résume toutes ces données pour tous les différents traitements avec tous les produits, on crée un diagramme qui peut évaluer les risques. Et ce que nous affirmons, c'est que les produits biologiques ici sont tous très, très sécuritaires, dans une zone très, très sécuritaire, bien en bas du rouge. Le rouge, c'est là où on voudrait arrêter. Mais qu'en est-il des produits non biologiques? Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui sont sur le méthotrexate ou la cyclosporine. Il y a des études qui ont été faites pour le traitement du psoriasis. C'est l'étude METOP. Hein?
Et comme vous pouvez voir ici, ce même tableau que je vous ai montré pour le turtolizumab est ici la même chose. On se concentre sur l'infection. Voici le groupe avec méthotrexate et le groupe placebo. Si vous voyez toute infection, 44% sur le groupe qui a du méthotrexate et seulement 45% sur le groupe avec placebo. Grave infection, 0 dans le groupe avec méthotrexate et seulement 1 dans le groupe placebo. Donc, c'est très semblable. Donc, ça, c'est très rassurant comme étude. On a regardé les individus avec la nasopharyngite et l'influenza. Le groupe avec méthotrexate par rapport au groupe avec placebo a des taux très semblables. Qu'en est-il de la cyclosporine maintenant? On retourne à 1991, on a une étude où on a étudié la cyclosporine pour la psoriasis. Ici, vous allez noter, encore une fois, que le groupe avec placebo, ça c'est les groupes traités à la cyclosporine, environ 4 à une dose de 3 mg avait une infection, 10 à 5 mg à 20 avec le 7. Donc, à la dose plus forte, on voit peut-être un petit peu plus d'infection pour la cyclosporine que l'on voit dans le placebo. Mais à la dose normale qu'on utilise pour la cyclosporine normalement pour les patients qui ont la psoriasis, ça semble être assez sécuritaire. Donc, quand on évalue tout ça quant au risque, le Primilast, c'est très sécuritaire. Méthotrexate, très sécuritaire aussi. La cyclosporine, il y a peut-être une petite inquiétude, mais c'est quand même dans la zone sécuritaire. C'est encore relativement sécuritaire et sans danger, selon les doses qu'on utilise. Si on regarde les essais cliniques qui ont été faits pour traiter la COVID-19, on voit qu'il y a maintenant, si on regarde c'est clinicaltrials.gov, où il faut enregistrer les essais cliniques, qu'il y a maintenant 3176 études qui ont été faites pour la COVID-19. Si on regarde les médicaments individuels qui ont été utilisés dans ces études, vous allez remarquer que plusieurs parmi eux sont des médicaments anti-inflammatoires. Le méthotrexate a été étudié, la cyclosporine a été étudiée, fingolimod et autres, beaucoup de médicaments utilisés pour traiter la psoriasis qui ont été étudiés pour traiter le SARS-CoV-2. Qu'en est-il des données en temps réel maintenant? Il y a beaucoup de documents qui ont été publiés. Alors, vous pouvez voir ici, infection à SARS-CoV-2 avec un inhibiteur, un traitement avec azalkimab. Voici un inhibiteur de la TNF-alpha. Voici un inhibiteur de la IL-23, méthophénylate. Beaucoup de rapports de cas ici ont été produits pour différents médicaments pour examiner les patients qui sont devenus infectés. Et la plupart d'entre eux disent que les patients avaient un meilleur résultat lorsqu'ils sont sur ces médications anti-inflammatoires. Ceci a été publié en mois d'avril. C'est une des toutes premières cohortes qui a été faite dans la zone chaude, en Europe, au début. Et je vais vous montrer maintenant qu'ils avaient un total d'environ 1193 patients dans cette cohorte. Vous pouvez voir que beaucoup d'entre eux étaient sur des inhibiteurs de TNF-alpha, inhibiteur de TNF-IL23, inhibiteur de IL-17, et quelqu'un avait des petites molécules que la Primilast. Et si vous regardez, aucun patient zéro dans cette cohorte n'est mort. Alors, la vaste majorité des patients sont restés très sains. Et ce qu'ils disent dans leur analyse, c'est que oui, peut-être que les patients ont un plus haut risque de tester positif pour la COVID-19, c'est écrit ici, mais le risque d'être admis en soins intensifs et de mourir sont pas différents du tout ou même plus faibles. Ça, c'est un document un article qui a été publié pour le IDD, journal des anti-inflammatoires, qui utilise beaucoup des mêmes médicaments qu'on utilise pour la psoriasis. Et voici où on a tiré les patients. C'est une étude beaucoup plus grande avec différents centres. Alors, cette carte du monde nous dit d'où venaient les patients dans cette étude. Et ensuite, ils ont identifié si les patients ont été admis aux soins intensifs ou pas, est-ce qu'ils ont été hospitalisés et est-ce qu'ils sont morts. Et, essentiellement, comme on peut voir ici, il y a pas mal de patients qui ont été enrôlés, là, plus que 500 patients. 525 patients, plus 3 sont morts, 27 en soins intensifs et 31 sont passés à la phase sévère. Comme on a vu plus tôt, l'âge semble un facteur très important pour déterminer la mortalité. Quand vous regardez les patients de 80 ans et plus, ici en bas, 26 de ces patients sont morts. Ouais. Aucun parmi les patients âgés de 20 à 29 ans. Quand on regarde les maladies, les médicaments que ces patients obtiennent, on va concentrer sur différentes choses. Les stéroïdes
Il n'y a aucun patient de psoriasis qui ont les stéroïdes systémiques, je l'espère, les systémiques, et le taux est de 11 le taux de décès est de 11 assez élevé. Si vous regardez les patients qui ont été traités au méthotrexate ou avec un inhibiteur de TNF, c'est entre 0 et 1 de ces patients seulement qui sont morts. Donc, chiffre très faible. Maintenant, si on regarde les inhibiteurs de IL-12 ou 23, 0. Aucun de ces patients ne sont morts. Alors, quand on fait une analyse maintenant, on peut identifier quels sont les risques réels de ces traitements. L'âge, comme on le sait, et il y a un risque associé avec l'âge, on le sait, mais si vous êtes sur un stéroïde systémique, il y avait un risque beaucoup plus élevé. Mais si vous êtes sur un inhibiteur de TNF-alpha, un agoniste, vous avez en fait un risque plus faible. Alors, les chances d'hospitalisation sont en fait plus faibles. Ils avaient un risque beaucoup plus faible s'ils étaient sur un produit biologique aussi. Alors, ça confirme certaines des données originales que nous avons vues et certaines des informations que j'ai partagées avec vous au sujet des souris knockout. Dans la dernière section, maintenant, nous allons parler de la vaccination contre le SARS-CoV-2 qui s'en vient, comme vous le savez. Quelles sont les applications pour les patients atteints de psoriasis? Ça a été fait à la fin du mois d'août à partir du Coronavirus Vaccine Tracker, le suivi de vaccins. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal, un grand nombre de vaccins qui sont en essai clinique actuellement. 2 ont passé les 3 phases et ont été autorisés en quantité limitée en Chine et en Russie, mais aucun n'a été approuvé encore en Amérique du Nord. La grande majorité des vaccins d'intérêt actuellement sont actuellement à la phase 3. Il y a environ 9 vaccins actuellement qui sont en phase 3, dans les essais de phase 3. Ça nous rappelle tous. Je vais vous rappeler quelles sont les différentes phases d'un essai clinique sur le vaccin. La phase 1, c'est pour évaluer l'innocuité. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ce vaccin va causer des effets secondaires? Est-ce que ça va faire mourir les patients s'ils sont exposés? La phase 2 est quelque chose de très rapide pour regarder rapidement l'efficacité de ces traitements. Donc, la phase 1 et la phase 2, c'est publié déjà. Alors, très tôt, il semble qu'il y a des vaccins qui sont maintenant passés à la phase 3 pour produire des vaccins des anticorps protecteurs qui vont, semblent limiter la sévérité de la maladie. Et le gros point, bien sûr, c'est les essais de phase 3. Vous notez ici que ça peut prendre des années. Maintenant, on a un échéancier très accéléré pour essayer de sortir ces vaccins très rapidement. On espère que ces vaccins vont arriver assez tôt et on prévoit que ce serait peut-être dans 6 ou 7 mois après le début des essais cliniques. Alors, c'est très accéléré ici. Juste pour vous rappeler encore un peu les voies d'infection du processus infectieux pour le SARS-CoV-2, ce qu'on essaie de faire, c'est de produire ces anticorps. C'est ça qu'on veut faire. Hein? Et ces anticorps vont se lier à ces protéines de spicule ici qui permettent au virus d'entrer dans la cellule. Alors, si on peut se lier à ces protéines de spicule, on peut prévenir le virus, on l'empêcher de pénétrer dans la cellule et donc, aucune infection ne se produira. C'est l'idée d'un vaccin. Il y a actuellement 8 types ou plateformes de vaccins qui sont utilisés actuellement. Il y a des types classiques de plateformes et puis il y a des plateformes qu'on appelle de nouvelle génération. Je vais vous expliquer un peu tout ce que c'est pour vous donner une idée des risques. Alors, dans les virus activés, il y a certains essais de phase 3 actuellement qui sont en cours. Le risque pour les patients qui sont sur des immunothérapies, des patients qui sont traités pour le psoriasis, on est en train d'écrire un article là-dessus. Il y a un risque nul à minimal. Alors, une question qui me revient tout le temps comme risque aux patients de ces médicaments, ce sont des vaccins très, très, très atténués. Les virus vivants, mais très atténués. C'est un risque minimal, un risque moindre. Il y a un certain historique de certains patients qui ont eu une diminution du système immunitaire, qui ont eu des réactions assez sévères avec ce virus vivant, même atténué. Pas inactivé, mais atténué. Aucune de ces études ne sont en phase 3. Ce sont des études précliniques seulement. Et on a eu ceux qui ont mis un virus vivant atténué, ce n'est pas encore sur le marché. L'autre vaccin qui s'en vient sur le marché sont ceux qui sont bien avancés. Ce sont des vecteurs viraux non réplicatifs. Ça, c'est des virus nuls à minimal. Le virus RNA, qui est en phase 3 actuellement, vous avez peut-être entendu parler, il n'y a aucun risque. Et les virus avec ADN, les virus ARN, IARN, non plus, il n'y a aucun risque pour les patients qui sont sur ces produits. Ensuite, on a voulu regarder les traitements individuels ainsi que la sécurité et l'innocuité des vaccins à mesure qu'ils sortent et leur efficacité. Vous voyez ici les différents traitements pour le psoriasis qui sont listés. Et voici le vaccin.
On a divisé ça selon le type de vaccin qui va être approuvé. On essaie d'évaluer le risque pour les patients et l'efficacité du vaccin aussi. Alors, vous allez voir, avec des codes couleurs, quels sont les risques. Alors, vert, c'est risque faible à minimal. Un vert pâle, c'est un risque minimal. Jaune, c'est faible risque. Et rouge, c'est haut risque. Quand on regarde les risques, voici. Vous allez voir que la vaste majorité des traitements n'ont un risque minimal ou aucun risque. Le seul qui avait un risque faible, c'était le méthotrexate. Alors, il y a un risque un peu plus élevé que les autres avec le méthotrexate, mais comme vous le savez, le méthotrexate, c'est un agent oral qu'on peut arrêter très facilement. Donc, comme vous allez voir, ma recommandation, les patients qui prennent du méthotrexate doivent envisager la possibilité d'arrêter le méthotrexate pendant qu'ils sont vaccinés et de recommencer plus tard. Qu'en est-il de l'efficacité maintenant? Vous allez voir ici, pour ce qui est de l'efficacité des différents vaccins, en fonction d'une échelle avec des plus et des moins. Alors, si c'est plus ou moins, ça veut dire qu'il y a des niveaux variables d'anticorps produits. Si c'est plus, c'est pas un problème. Alors, voici les données quand on les a examinées. On vous donne un résumé ici. Alors, après Vilaste, ça ne va pas affecter votre capacité de produire des anticorps. Cyclosporine, méthotrexate, et il y a certains éléments qui suggèrent que ça peut diminuer votre capacité de produire les anticorps. Les produits biologiques, les médicaments biologiques sont tous avec plus ou plus. Donc, quand on regarde les données, quand on les inclut chez les patients pour l'avenir, voici notre suggestion. Donc, là, pour les patients atteints de psoriasis. Premièrement, envisagez d'arrêter le méthotrexate et la cyclosporine par là une semaine avant la vaccination et 2 semaines après la vaccination. Ça va permettre aux anticorps de se produire et de circuler. Une fois que les anticorps seront produits, vous pourrez redémarrer le traitement. L'après-Vilaste est probablement sans danger et n'a pas d'incidence sur l'efficacité de la vaccination. Donc, probablement qu'il n'est pas nécessaire d'interrompre ce traitement. Pour ce qui est des médicaments biologiques, il ne faudra pas les arrêter parce que non seulement on nous dit que c'est sécuritaire et que ça n'a pas un gros impact sur la capacité de produire des anticorps efficaces, mais quand vous arrêtez les produits biologiques, ça a tendance à faire une perte d'efficacité quand vous les recommencez. Il y a des anticorps anti-médicaments qui ont peut-être été produits. Et si les produits biologiques vous aident beaucoup, même si vous êtes infecté par le coronavirus, on suggère donc de vérifier vos titres d'anticorps, les concentrations d'anticorps après la vaccination pour déceler une éventuelle immunité contre les biologiques. Les gens qui ont une thérapie biologique, faites vérifier vos titres d'anticorps et ça vous prend peut-être une dose booster par la suite, une dose de rappel. On peut voir de la rubéole quelquefois, même sur les gens qui n'ont pas de médicaments immunosuppresseurs ou de médicaments, ils ont quand même de doses de rappel. Alors, pour résumer un peu les choses dont je vous en parle aujourd'hui, je vais vous donner une mise à jour rapide au sujet du statut de la COVID-19 au Canada. C'est ce que j'ai fait au début. Je vous ai donné un aperçu de l'immunopathogenèse de la COVID-19 pour vous montrer que les composantes clés des dommages causés par la COVID-19 sont dus à la tempête inflammatoire. J'ai parlé du risque associé à la COVID-19 pour les patients atteints de psoriasis. J'ai parlé aussi, bien sûr, les comorbidités peuvent augmenter le risque. J'ai aussi fait une revue des données sur les médicaments qui peuvent être utilisés pour les médicaments donnés pour la psoriasis. On a vu que pour voir s'il y en a qui ont des plus hauts risques, je vous ai donné un aperçu rapide des traitements faisant l'objet d'une évaluation. Et ensuite, j'ai donné des registres du monde réel pour prouver les points qu'on a donnés dans la présentation. Et ensuite, j'ai parlé de la vaccination et il y a différentes recommandations qui sont faites si vous êtes sur un traitement pour votre psoriasis. Et lorsqu'une fois que le vaccin sera approuvé, ce que vous devriez faire. Là-dessus, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité et je vais accepter les questions que vous aurez maintenant ou plus tard. Et restez en sécurité, vérifiez bien dans cette période très difficile pour notre société. Restez positif, restez en sécurité. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kirchhoff. Il y a eu beaucoup d'excellents points d'information et c'est très rassurant d'avoir toute cette recherche que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Donc, je ne vois pas de questions pour le moment sur la boîte de clavardage ou la boîte de conversation. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Alors, ce que je ferai, c'est vous présenter notre prochaine conférencière, Laura, et encourager les participants qui écoutent cette conférence à poser des questions s'ils en ont. Écrivez-les dans la boîte de conversation à droite et on va pouvoir retourner, poser la question au Dr. Kirchhoff à la fin, par la suite. C'est maintenant mon plaisir de passer la parole à Laura
membre du réseau canadien de psoriasis, le RCP, qui a eu la psoriasis depuis environ 40 ans. Et on est très reconnaissant que Laura soit venue partager son histoire pour la motiver à travailler avec nous. On est très content de l'avoir convaincue de travailler avec nous. Et Laura sera une excellente ajout à la présentation du Dr. Kirchhoff parce que elle a vécu plusieurs mois, plusieurs années avec le psoriasis et elle a eu certains accès de photo. Elle a eu un problème avec la photothérapie. C'est un domaine de traitement dont on n'a pas trop parlé. Et elle va vous parler de ses expériences un peu négatives de ce côté. On va ouvrir la parole pour des questions aux deux conférenciers. Encore une fois, merci beaucoup. Et Laura, je vous passe la parole. Merci, Antonella. Bonjour à tous. Je m'appelle Laura et je vais partager avec vous mon histoire. Comme Antonella l'a dit, je vis avec le psoriasis depuis l'âge de 5 ans. Ça fait donc presque 45 ans. C'est surtout sur mon cuir chevelu, mes bras et mes jambes. Mes genoux et mes coudes sont les zones les plus résistantes et j'ai encore quelques petites plaques sur mes jambes. Il y a des gens qui peuvent comprendre. J'ai grandi avec le psoriasis. Ça n'a pas été facile émotivement et mentalement. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, quand on est si jeune, je ne comprenais pas vraiment ce que j'avais. Et on me disait toujours un enfant qui a une maladie de peau. C'est comme ça qu'on me décrivait. J'étais gêné, embarrassé. Je ne voulais pas m'engager dans les activités avec mes amis. Je ne voulais pas exposer ma peau, ce qui fait que je me cachais toujours derrière mes vêtements, même si on était en plein milieu de l'été. Et personne n'avait vraiment compris ce qu'était le psoriasis à ce moment-là. Et automatiquement, ils pensaient que c'était une maladie de la peau contagieuse. Mais malgré tout ça, je dois dire que j'ai été chanceuse. J'ai un excellent système de soutien familial et j'ai eu un excellent groupe d'amis qui m'ont soutenu et qui ont regardé au-delà de ma peau. Quand j'ai commencé à arriver à l'âge adolescent et l'âge adulte, j'ai commencé à avoir plus de confiance. C'est là que j'ai commencé à comprendre que je ne vais pas laisser le psoriasis me définir. Et après plusieurs rendez-vous médicaux pour essayer d'avoir autant d'informations que possible sur la maladie et avoir essayé de trouver un traitement qui fonctionne pour moi, j'ai commencé à me concentrer moi sur ma peau, m'accepter tel que je suis. Je savais qui étaient mes amis, je savais qu'ils ne me jugeraient pas et je voulais simplement pas faire en sorte que le psoriasis définisse la façon dont je me sens. Donc, quelle est mon expérience jusqu'à présent avec le psoriasis et maintenant avec cette pandémie que nous traversons? Comme Antonella l'a mentionné, je suis un traitement qui est la photothérapie et je le fais depuis 4 ans maintenant. J'ai la chance, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un dermatologiste qui a une clinique qui est très proche de chez moi. Je peux y aller facilement pendant ma pause dîner pour faire de la photothérapie. Et ce qui peut faire peur, comme certains peut-être l'ont appris, c'est qu'une fois qu'on arrête le traitement, le psoriasis a une tendance à un peu revenir graduellement. Et quelquefois, on a une éclosion, une inflammation. Vous savez, le stress, c'est notre pire ennemi, comme vous le savez. On peut avoir une exacerbation. Alors, la grosse question pendant toute cette pandémie de la COVID-19, comment ça va m'affecter? Est-ce que je vais avoir une poussée si j'arrête? Depuis le mois de mars, mon niveau de stress, comme plusieurs parmi vous probablement, a monté énormément. Et ma peur constante, c'est est-ce que je suis à plus haut risque de COVID-19 parce que j'ai cette maladie auto-immune? Et qu'est-ce qui va m'arriver si j'attrape la COVID? Ah, ça, c'est ma grosse peur. Alors, immédiatement, j'ai appelé mon médecin de famille et mon dermatologue et on a eu une discussion là-dessus. Et les deux m'ont rassuré que je n'étais pas à plus haut risque juste à cause de ma condition de psoriasis ou à cause de mon traitement. Ça a été très rassurant pour moi, mais qu'il fallait que je fasse attention, que je suive toutes les lignes directrices de santé pour rester en sécurité. Mais j'ai eu aussi une autre crainte qui était une des plus grosses peurs, c'était la peur d'avoir une grosse poussée active. Parce que toutes les cliniques étaient fermées, je ne pouvais pas aller à mes cliniques. Et je m'inquiétais constamment, mes plaques grossiraient, que j'aurais de nouvelles poussées actives, et ça semblait toujours être la tendance. En même temps, j'avais l'impression que tout le travail que j'avais fait pour améliorer ma peau allait être gaspillé parce que je ne pouvais pas plus avoir de thérapie et j'avais aucun autre traitement. Alors, je n'arrêtais pas de penser, de me dire, oh non, ça va être tellement terrible, ça va prendre encore plus de temps après pour avoir une petite amélioration. Et chaque jour, constamment, j'examinais mon corps pour voir qu'est-ce qui est se produire. Et certains parmi vous sont peut-être dans la même situation que moi. Mais, à ma grande surprise, la détresse, l'incertitude et la peur par rapport à mon psoriasis et la possibilité qu'il soit hors de contrôle, je n'ai pas eu de grosses poussées actives.
d'exacerbation. Même si j'avais beaucoup d'anxiété et j'anticipais que j'aurais de ces poussées, ça ne s'est pas produit. Et quand la clinique a rouvert en juin, je ne suis pas allé. Pour la raison que j'avais très, très peur de retourner à cause de la COVID-19. J'avais peur, pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour ma famille, parce que mon mari a une maladie cardiovasculaire et il est considéré à haut risque. Alors, je pensais à lui aussi, je pensais à sa sécurité, je pensais à la santé des membres de ma famille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là, pendant que je n'allais pas suivre de traitement? Eh bien, l'été, c'était formidable, c'était un bon timing. On a eu du temps chaud, c'était très ensoleillé, alors j'allais marcher chaque jour et je m'assurais que mes bras et mes jambes soient exposés à la lumière. J'essayais au moins d'avoir 15 minutes de vitamine D naturelle, parce que je sais que c'est la thérapie dont j'avais besoin si je n'avais pas de photothérapie. Et en général, quand je m'expose au soleil, mon psoriasis s'améliore beaucoup pendant l'été. Alors, je suis quand même allé à mon rendez-vous de suivi en juillet et j'ai posé la question à mon médecin, pourquoi j'ai pas eu d'exacerbation? Pourquoi j'ai pas été poussé? Même si j'étais contente, je m'attendais d'en avoir une. Et il a dit, probablement, même si j'étais stressé, c'était un autre type de stress. Je n'avais pas toute l'agitation de la vie quotidienne. Et ça m'a fait penser, il a raison. C'est vrai, beaucoup de choses ont changé pendant la pandémie. Je restais beaucoup à la maison, je n'étais pas dans le trafic tous les jours et je n'avais pas ce sentiment constant que je devais me presser pour aller à quelque part. Et une autre chose, c'est que j'ai commencé à méditer et j'ai commencé à prendre au sérieux ma routine d'exercice. Alors même si je m'inquiétais par rapport à la COVID-19, je m'occupais bien de moi-même mentalement et indirectement, c'est probablement ce qui m'a aidé à bien contrôler mon psoriasis. Alors, pour l'avenir, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, j'ai commencé à retourner à la photothérapie au début septembre. Et je vais être très franche avec vous. Je sais que la clinique prend toutes les précautions et les mesures nécessaires pour s'assurer que tout est bien nettoyé, stérilisé. J'ai quand même encore peur chaque fois que j'y vais. Et parce que j'ai peur de la deuxième vague. Je pense que la deuxième vague des cas qui commence en Colombie-Britannique où je suis, et avec la saison de l'hiver et la grippe qui s'en vient, je ne suis pas sûr que je vais continuer la photothérapie. Et ça aussi, ça m'inquiète en combinaison avec la COVID-19. Et pour moi-même, comme certains parmi vous l'ont vécu, l'hiver, c'est plus dur sur la peau. Et pour moi, le manque de soleil va définitivement avoir un impact sur mon psoriasis. Je n'aurai pas l'option de me mettre au soleil, je n'aurai pas l'option de faire d'autres choses, de faire certains exercices. J'ai déjà remarqué que j'ai des petites taches que je n'avais pas auparavant. Alors déjà, maintenant que la température change, mon psoriasis se modifie un peu. J'ai l'intention de rencontrer mon dermatologue à nouveau avant décembre pour qu'on puisse examiner toutes les options de traitement parce que je sais que cette fois-ci, si j'arrête la photothérapie, mes résultats ne seront pas les mêmes et mon psoriasis va revenir. Dernièrement, mon conseil pour toutes les personnes qui souffrent de psoriasis, qu'ils soient légers, modérés ou chroniques, c'est porter attention à votre peau. Parlez à d'autres personnes dans votre réseau, des gens qui vous comprennent, des gens qui ont peut-être la même condition parce que vous pouvez apprendre beaucoup d'informations qui peuvent être très inspirantes pour vous. Il y a peut-être d'autres options de traitement que vous n'avez même pas envisagées. Quelqu'un pourrait vous exprimer qu'est-ce qui fonctionne bien pour eux ou pas. Et en même temps, ne gênez-vous pas à aller voir votre dermatologue. C'est lui, c'est elle l'expert. Pour savoir quelles sont les autres options de traitement qui seraient mieux adaptées à vous. Alors, on n'est pas tout seul dans cette communauté. On n'est pas les seuls qui ont cette maladie. On ne devrait jamais avoir honte de notre peau. Et véritablement, je crois qu'en éduquant d'autres personnes par rapport au psoriasis, on peut collectivement répandre plus de connaissances et de conscientisation. Merci. Merci beaucoup, Laura, de nous avoir expliqué tout cela. Vous avez réfléchi à des enjeux qui sont communs à plusieurs personnes et plusieurs personnes pourront bien se relier à ce que vous avez eu. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous conseille de bien travailler avec votre médecin, d'ailleurs, comme vous l'avez dit. J'ai une question maintenant. Donc, je vais regarder, je vais voir si on peut faire réponse à ces questions. Mais j'aimerais aussi inviter nos participants francophones maintenant. Si vous avez une question au cours de quelques prochaines minutes, nous allons prendre les questions maintenant. Et je sais qu'on n'aura pas pu répondre. Je vais essayer de faire un suivi là-dessus après l'événement pour répondre à votre question. Mais si vous êtes sur la ligne française et si vous avez une question, je vous en prie, appuyez sur étoile 1
pour enlever la sourdine et le traducteur pourra nous relayer la question, de sorte que le Dr. Kirchhoff et Laura puissent répondre à votre question. La question, si vous me permettez, Marc, je parle français aussi. Si les gens veulent parler français, vous pouvez me poser la question directement en français. Moi aussi, je parle français. Alors, on parle tous français. Alors, dans ce cas-ci, Laura pourra traduire, parce que c'est la seule autre façon qu'on peut faire la chose. On comprend le français, donc. Notre première question, c'est pour le Dr. Kirchhoff. Est-ce que vous avez eu des patients dans cette étude sur les immunomodulateurs avec le méthotrexate? Est-ce qu'ils recevaient aussi le vaccin anti-grippe quand vous avez regardé le risque d'influenza? Non. La réponse est non. En fait, je comprends la question là ici. La question essentiellement, c'est que dans l'étude des gens qui sont sur le méthotrexate pendant la période d'étude, est-ce que les gens se sont fait vacciner contre la grippe comme ils le feraient normalement? Généralement, les essais cliniques sont menés de façon à ce qu'on évite les interférences avec toutes sortes de facteurs. Donc, il n'y a pas eu de vaccin anti-grippe. C'est fort probable qu'ils n'ont pas eu de vaccination pendant la période de l'étude. Merci beaucoup. La prochaine question, pour le Dr. Kirchhoff aussi. Mon médecin a recommandé les produits biologiques comme option de traitement parce que la photothérapie, c'est très long à cause de la COVID-19, c'est un peu plus difficile. Je n'ai jamais essayé de médicaments biologiques, mais ma peau est devenue à l'état sévère. Est-ce que je devais le faire? Ou est-ce que ce médicament biologique, on peut le démarrer pendant la pandémie? Et on parle ici des Selvumab, mais c'est une question générale, je dirais, sur les produits biologiques. On va poser la question généralement, et pas sur des traitements spécifiques, surtout parce que tout le monde était visualisé, personnalisé dans ces traitements. Vous devez parler à votre médecin, mais je vais passer la question au Dr. Kirchhoff pour donner une réponse générale. Oui. Alors, je n'ai pas montré toutes les données. En fait, on a passé à travers tous les traitements et on a regardé les mêmes choses qu'on vous a montrées avec une des cytokines. On a fait ça pour toutes les cytokines impliquées pour traiter le psoriasis. Misalfumab est un inhibiteur de IL-23. Il y en a d'autres aussi qui inhibent aussi le IL-23, l'interleukine 23. Quand on regarde les souris knockout, autrement dit, si vous enlevez ce gène et si vous les infectez avec le coronavirus, ou bien il n'y a aucune différence chez ces souris, ou les souris font mieux. Même chose qu'on a vu avec les souris à laquelle on avait enlevé les récepteurs TNF. Alors, il semble que si vous bloquez l'IL-23, l'interleukine 23, vous pourriez être protégé contre certains des mauvais effets secondaires des infections au SARS-CoV-2. Alors, mon conseil aux patients, c'est qu'en fonction des données que nous avons, personne sait à 100% de certitude, bien sûr, mais en fonction des données que nous avons et en fonction de l'information que nous avons, qui proviennent des études de cas et des registres, il ne semble pas y avoir de risque accru pour les patients qui prennent des produits biologiques, des médicaments biologiques, et c'est très sécuritaire de continuer ou de démarrer un produit biologique. Alors, vous demandez si on peut commencer un produit biologique qui ont la psoriasis pendant la pandémie. Je l'ai fait moi-même avec mes patients. Parce que, comme j'ai mentionné, la photothérapie, ça a été fermé pendant très longtemps et beaucoup de patients n'avaient pas accès et beaucoup de patients avaient des exacerbations. Et c'était dans un style à Ottawa, la photothérapie n'est disponible seulement en hôpital. Et il y a probablement, c'est plus risqué en hôpital que de prendre un produit biologique. En tout cas, j'espère. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question. Je pense que oui. Et bien sûr, tout le monde, on peut poser des questions plus tard. Faites info à cpn-rcp.com. C'est une conversation. On prend les questions on peut répondre à d'autres questions si vous voulez les poser par courriel. J'ai une question de notre ligne française, je pense, ici. Recommandez-vous un vaccin anti-influenza? Encore une fois, une question spécifique. Je réponds générale sur les vaccins contre la grippe. Oui, je peux répondre à ça. Il y a deux types de vaccins anti-influenza. Et donc, le vaccin normal, qu'on a par injection, est très sécuritaire. Tout le monde devrait l'avoir, peu importe sur quel traitement ils sont. C'est un exemple d'un vaccin non vivant. C'est un virus inactivé. La majorité des vaccins SARS-CoV-2 sont des vaccins inactivés.
Il y a un vaccin anti-influenza avec virus humain. Je ne pense pas qu'il n'est pas disponible au Canada. C'est celui qu'on se vaporisait dans le nez. Alors, là, il y a un risque légèrement accru si vous avez ce genre de vaccin avec ce virus vivant atténué chez les patients qui ont des médicaments immunosuppresseurs. Alors, juste pour être très, très, très sécuritaire, on ne recommande pas ces vaporisateurs parce qu'il y a des alternatives plus sûres. Donc, l'injection contre la grippe n'est pas un problème. Tout le monde devrait prendre ce vaccin, particulièrement cette année. Très bien, merci de votre point de vue. Et je regarde, il semble que la prochaine question portait aussi sur les vaccins anti-influenza, les injections. Et est-ce que vous pouvez ajouter d'autres informations? Si vous le désirez, on vous l'enverra. Alors, donc, j'ai une question pour le Dr. Kirchhoff et pour Laura aussi. Vous pourrez intervenir. C'est une question qu'on m'a posée avant l'événement, en fait, qui peut être importante pour certaines personnes. Dr. Kirchhoff, pouvez-vous parler des masques? Hein? Nous, au CPN, au NPC, on vous encourage de suivre toutes les lignes directrices aux autorités de santé publique. Et tous les médecins, l'Association médicale canadienne, on connaît il faut se laver les mains, porter le masque en public ou dans un lieu clos. Une des questions que j'ai reçues est-ce qu'il y a des spécifications par rapport à ce que les gens qui ont le psoriasis ou d'autres comorbidités devraient porter comme masque? Est-ce que des petits couvre-visages faits à la maison, c'est suffisant? Ou avez-vous de l'information de recherche que vous pourriez partager? Avez-vous réfléchi à ça? Oui, alors, il y a des données, il y a des études qui ont été faites sur l'efficacité de différents types de masques et essentiellement, si vous avez un masque en tissu avec plusieurs couches c'est important ici, ça c'est efficace. Et ça, vous pouvez le porter quand vous êtes à l'extérieur. Bien sûr, il y a les bleus, les masques chirurgicaux, bleus ou jaunes, là, que les hôpitaux vous donnent, ils sont efficaces aussi. Et ensuite, celui dont on a entendu parler, ce sont ces fameux N95. Ceux-là sont vraiment très efficaces. Mais ils créent un saut sur le visage. Si vous avez un visage scellé, ça bloque. Alors, chacun a des caractéristiques différentes. La chose que j'aimerais dire, c'est que n'importe quel masque, c'est mieux que pas de masque du tout. Et ensuite, les 3 masques que je viens de mentionner, le masque à plusieurs couches en tissu, le masque chirurgical ou le masque N95, tous ceux-là sont efficaces et peuvent être envisagés comme plus efficaces qu'un petit bandeau ou un foulard ou un couvre-visage en tissu bien ordinaire. Alors, pour les patients qui ont le psoriasis, y a-t-il des recommandations spéciales à part ce que la santé publique nous dit? Non, il n'y a rien de spécial. Comme vous avez vu, il n'y a aucun risque accru pour les patients qui n'ont que le psoriasis. Aucun risque accru de contracter le SARS-CoV-2 ou d'avoir des symptômes plus sévères si jamais ils l'attrapent. Donc, l'isolement, c'est pareil. Il n'y a aucun comportement différent dû au psoriasis. Et comme vous l'avez vu d'après les données, les gens qui ont des traitements de psoriasis sont peut-être même un peu protégés des issues les plus graves de cette maladie. Alors, on espère que ça pourrait être rassurant pour les patients qui sont traités pour le psoriasis. Donc, suivez bien ce que les autorités publiques vous disent. Ça change de province à province, d'endroit à endroit, bien sûr, un peu. Là, je pense qu'eux rassemblent toutes les données et ils comprennent beaucoup mieux la chose. Mais je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous faites, Laura? Moi, j'ai quelques masques. J'ai un N95 et j'ai aussi le masque à multicouches. Ce sont ceux que je porte normalement quand je sors, mais je suis aussi très paranoïaque. Alors, je l'en porte tout le temps dans des bouteilles, j'en apporte dans ma sacoche et je me lave les mains constamment. Même si je suis à la maison, même si je ne sors pas. C'est devenu un réflexe pour moi maintenant. Alors, j'essaie vraiment de faire attention. Dans mon ménage, je suis la seule qui va sortir pour faire l'épicerie. Donc, on limite l'exposition qu'on a à l'extérieur. On reste dans notre petite bulle familiale et on fait très, très attention parce que pour moi-même, comme je l'ai mentionné, mon mari a une maladie cardiovasculaire. Alors, on fait très attention. Ça ajoute un petit peu plus de pression. On veut être tout à fait sécuritaire. Donc, moi, je suis plus ou moins la ligne directrice. Oui. Avant que je passe à la prochaine question, qui se lie très bien à ceci, j'aimerais mentionner que sur notre site web, il y a des liens
tous les sites provinciaux, gouvernementaux sur la COVID-19. Alors, une façon rapide de trouver de l'information, c'est d'aller sur notre site. On les a rassemblés tout ça sur le psoriasis, mais aussi de l'information générale sur les masques, etc., les mesures de protection, les lignes directrices provinciales. Et maintenant, la question sur les nettoyeurs à main. Je travaille en soins de santé. Je trouve que c'est très dur sur les mains, ces produits. Est-ce que vous en suggérez un en particulier? Et y a-t-il des nettoyeurs à main qui sont durs pour le psoriasis? Alors, c'est désinfectant, là. Je passe la parole à Laura, peut-être, pour commencer son expérience sur les nettoyeurs à main, les désinfectants à main. Moi, j'ai un peu le même problème quand mes mains sont sèches. J'ai pas beaucoup de psoriasis sur les mains, non. J'ai juste une plaque, mais je rince beaucoup. J'utilise une crème qui n'a aucune odeur et ça semble m'aider. J'utilise une crème désinfectante. OK. Dr. Kirchhoff, avez-vous quelque chose à dire sur les désinfectants pour les mains? Oui. Il y a des désinfectants pour les mains qui contiennent des humidifiants insérés maintenant. Ceux-là étaient beaucoup plus disponibles avant la pandémie. Maintenant, il y en a un qui avait un humidifiant, une crème. Lorsque l'alcool partait, on avait au moins de l'humidification sur les mains. Ceux-là étaient pas mal bons. Quand il y a un agent humidifiant, il y a certains ceux-là qui ne sont pas disponibles parce que ce qu'on a dans les hôpitaux, c'est juste des liquides purement désinfectants. On a enlevé tous les humidifiants ou les composantes humidifiantes. Comme Laura le mentionne, ajouter l'humidifiant, la crème à main, après le désinfectant, c'est important pour garder les mains en santé. L'autre chose que je recommande, c'est d'utiliser des détergents très doux et de l'eau. Donc, se laver les mains, c'est moins problématique que certains désinfectants à main. Certains désinfectants sont à base d'alcool, ça assèche la peau, ça peut être très irritant. Et si vous avez des craques et des fissures, des fentes, c'est très douloureux. Alors, dans ces cas-là, je recommande plutôt des savons en barre, tout simplement, un barre de savon détergent doux et de l'eau tiède. Et on met une crème humidifiante par la suite aussi. C'est une meilleure approche. Ça va causer moins d'inconfort. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Oh, j'ai un autre commentaire sur les désinfectants pour les mains. Il ajoute les désinfectants à main. Quel est le pourcentage d'éthanol qui soit approprié pour les gens qui ont psoriasis? Y a-t-il des différences quant à la quantité d'éthanol présente? Non, il n'y a pas de différence pour désinfecter. Ils sont tous semblables dans leur contenu teneur en éthanol. Ils ont tous un certain niveau de capacité désinfectante. C'est éprouvé en fonction du type d'alcool qu'ils utilisent. Hein? Ça a changé un petit peu, mais c'est assez standardisé maintenant pour la capacité de tuer les virus et les bactéries. Il n'y a pas de différence pour les patients qui ont la psoriasis. Faites pas l'erreur que j'ai faite. Moi, je ne pouvais pas trouver des désinfectants même. C'était vendu partout. Il n'y en avait plus. Mais j'ai trouvé une bouteille d'alcool à 90 %. Ne faites pas cette erreur. J'ai mis ça dans un vaporisateur, ce que j'utilisais pour me nettoyer les mains. Et laissez-moi vous dire, ça asséchait vraiment beaucoup mes mains. Je ne recommanderais pas ça du tout. Je ne voudrais pas que personne utilise ça. Laurent, je suis sûr que vous n'êtes pas la seule qui a utilisé toutes sortes de choses pendant la pandémie. Alors, je pense qu'avec toute cette nouveauté à laquelle on doit faire face actuellement, on a tous essayé beaucoup de choses souvent. Juste avant de terminer, je vais voir s'il y a d'autres questions pour l'instant. J'aimerais vous remercier. J'ai reçu beaucoup de remerciements et de reconnaissance. On m'a dit que c'est de l'excellente information dans la présentation. Je suis très contente là-dessus. J'aimerais donner aux participants francophones une autre opportunité. Si vous êtes sur la ligne française, vous devez appuyer sur étoile 1 et enlever votre sourdine et un agent va vous introduire pour poser votre question. Il nous reste quelques minutes encore. Alors, pendant que j'examine certaines des informations que je veux que les gens aient avant de conclure, je vous prie de partager toutes les questions que vous pourriez avoir sur la ligne française. Je voulais simplement maintenant prendre un instant pour vous remercier beaucoup de vos présentations, du temps que vous avez pris avec nous ce soir. Je pense que c'est des choses que nous allons continuer d'avoir. On va vous revoir, je l'espère, plus tard pour en connaître plus. Et on va arriver au point où on pourra avoir des conversations sur les vaccins, éventuellement, on pense. Ça va arriver de façon imminente, apparemment. Et j'aimerais rappeler
à tous nos auditeurs. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. On a 2 autres événements en octobre et novembre. Si vous n'êtes pas inscrit en octobre et novembre, allez au cpn-rpc.com et cette séance sera disponible sur notre site web en anglais et en français. Et donc, si vous pouvez y aller, ce sera là. Et nous vous encourageons à vérifier notre site web. On va continuer de le peupler avec des ressources de grande réputation, des sources fiables qu'on a sur le psoriasis et la COVID-19. Là-dessus, je vous remercie encore beaucoup à nouveau et je vais terminer la séance pour ce soir. Merci Antonella, merci Dr. Kirchhoff. Merci beaucoup. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci Antonella, merci Dr. Kirchhoff. Merci beaucoup.